Parce que les Bantous, les dirigeants de la zone Bantou n'ont pas compris une chose. Oui. Voilà, ils n'ont pas encore compris une chose. Ce dont il s'agit, c'est de la survie des populations d'origine de toute cette zone qu'on appelle la zone Bantou, qui va depuis le sud du Sénégal, qui passe par la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, descend au Bénin, le Nigeria, le Gabon, jusqu'en Afrique du Sud. Cette zone des peuples d'origine est menacée de disparition parce que nous sortons d'une période où les dirigeants de cette zone n'ont pas encore compris qu'ils doivent se comporter en pairs. Les pairs de la nation n'existent pas. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu quelqu'un qui s'est comporté comme un père de la nation, au feu au fouet de Boigny. Il a fait ce qu'il a pu. Il y a beaucoup de choses à lui reprocher, mais il s'est présenté en protecteur de la nation. Aujourd'hui, nous avons besoin de retrouver à la tête de tous nos États des protecteurs de la nation qui se comportent comme des pères. Un père ne peut pas laisser ses enfants mourir de faim, ne pas aller à l'école, être malheureux pour être remplacé par des personnes qui sont des gens indignes, qui ne pensent pas au bien commun. Mais M. Moubamba, le président Alassane Ouattara, il s'est dit qu'il est protecteur de la nation ivoirienne. C'est son point de vue, bien entendu. Mais le protecteur, le père, doit rassembler tous ses enfants dispersés. À un moment, il faut savoir appeler tout le monde à la table, même dans une famille, lorsque les gens se disputent, lorsqu'il y a des disputes familiales, le père est celui qui rassemble. Ce n'est pas celui qui soustrait. En politique, on ne procède jamais normalement par la soustraction. D'accord. Alors, on agit par addition, on n'agit pas par soustraction. On ne peut pas soustraire un tel, chasser un autre. On doit rassembler. C'est ça un père. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, comme dans la plupart des pays d'Afrique, les citoyens sont comme des orphelins. Ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de repère. Il n'y a plus de père de la nation. Ce sont des gens qui sont arrivés comme des amants ou des voleurs ou des braqueurs, beaucoup. Je ne parle pas ici du président X ou du président Y. Je dis qu'aujourd'hui, le sentiment général des Africains, c'est comme s'ils étaient des orphelins. Un enfant qui est un orphelin est en danger parce que dans un troupeau de lions, quand un autre lion vient prendre le pouvoir et qu'il a le sentiment que les petits lionceaux qui sont là ne sont pas ses enfants, ce sont des orphelins, il tue les lionceaux. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le manque de sentiment paternel dans nos États fait fuir les enfants dans l'immigration, vers le banditisme, vers l'errance, alors même qu'il n'y a pas des figures paternelles, on manque de figures paternelles, c'est-à-dire protectrices. D'accord. Chaque dimanche à 19h GMT, soyez branchés sur le 3xAfrique2050.com au rendez-vous médiatique dans l'émission L'heure de vérité d'Afrique 2050. Docteur Jean-Aimé Moukétu reçoit en direct celles et ceux qui font l'actualité politique, diplomatique, économique, sociale et culturelle de l'Afrique et dans d'autres continents avec un panel riche des intervenants. Pour nous écouter en direct, c'est le 3xAfrique2050.com. L'émission L'heure de vérité est retransmise également en direct sur la page Facebook du docteur Jean-Aimé Moukétu. Merci pour votre fidélité depuis plusieurs décennies. Voilà, nous allons rapidement du côté du docteur Jean-Aimé Moukétu qui reçoit ses invités. Docteur Moukétu, vous avez le gros micro. Bien, bonjour Jacques, j'espère que tu vas bien. Très bien, docteur Moukétu, très bien. Alors, les nouvelles des États-Unis, quel temps fait-il? Le climat politique, l'élection, vous êtes en pleine élection présidentielle, la campagne de l'élection présidentielle de novembre, c'est ça? Oui, la campagne a commencé au niveau donc, des États-Unis, c'est clair. Hein, voilà. Pour le moment, peut-être que vous allez me poser la question. C'est un peu le débat concernant
l'organisation des élections qui pose problème actuellement. On parle de plus en plus de l'interférence encore de la Russie, voilà, de M. Bruno Ben Moumaba dans les élections américaines. Voilà, c'est bien cela. Alors, mais c'est une élection aussi des coups bas là, entre les deux candidats, le démocrate et le président républicain. Mais cela va de soi, c'est aussi clair. Actuellement, les sondages donnent réellement M. Joe Biden vainqueur si les élections avaient lieu aujourd'hui. Hein. Voilà, donc depuis un certain temps, M. Donald Trump est en train de changer sa politique, disons, changer sa stratégie pour conquérir l'électorat. Nous serons fixés d'ici pratiquement un mois et on verra réellement comment les choses se passeront. Il faut reconnaître qu'il y a pratiquement 4 ans, c'était pratiquement la même chose. À disons, 2 mois des élections présidentielles, hein, la candidate Hillary Clinton largement donné voilà, vainqueur donc, des élections. Donc il faut attendre et puis on verra. D'accord. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez de l'issue de cette élection? Je ne vais pas me prononcer parce que la dernière fois, j'étais tellement sûr hein, de la victoire de Mme Hillary Clinton, mais je suis passé de côté, quoi. Ah ben, bien sûr, c'est ça. Et qu'est-ce que vous pensez de l'issue de cette élection qui va la gagner, le démocrate ou le républicain? Vous me posez la question à moi? Oui. Bon, ben, je pense que Donald Trump risque certainement de créer la surprise. Il risque de créer la surprise encore. Voilà. Mais actuellement, disons, si les élections avaient lieu aujourd'hui, Joe Biden allait les remporter. Mais nous sommes en politique. 2 mois, c'est comme une éternité. Et beaucoup de choses peuvent se passer. Et le choix de sa vice-présidente l'afro-américaine ou bien l'afro-états-unienne, est-ce que ça apporte une nouvelle énergie autour de Joe Biden? Un tout petit peu. Dans les milieux noirs, oui, c'est clair. Mais au niveau du milieu, disons, des Blancs, pour le moment, les gens ne disent rien. Et quand ils ne disent rien, il faut se poser beaucoup de questions. D'ailleurs, Donald Trump profite de ça. Et quand il se rend dans des endroits, si vous voulez, dans le petit village, dans la petite campagne, en faisant la promotion, sans le dire exactement, mais il attire l'attention des Américains en leur disant, vous voulez cette femme noire comme président ou vice-président, ce n'est pas ce qu'elle dit. Mais on sent le message. Et il avait même commencé déjà une campagne en disant que la Constitution ne permettait pas à Kamala donc d'être vice-président. Mais là, ils ont essayé pratiquement d'étouffer ça il y a quelques jours de cela. Mais on verra. On verra. Mais pourquoi la Constitution ne permet pas à cette afro-américaine d'être candidate? En fait, elle est bien états-unienne, non? La Constitution permet réellement à Kamala d'être voilà, vice-présidente. Mais en fait, il attire l'attention des Américains. Il amène les Américains à réfléchir un tout petit peu. C'est la même chose qu'il avait fait par rapport à Obama, en disant que Obama n'était pas exactement. Donc, c'est une manière de demander aux Américains, regardez très bien cette dame. C'est une noire. Et en plus, elle n'est pas réellement, ses parents ne sont pas nés aux États-Unis d'Amérique. Parce que le père de Kamala est jamaïcain. Et la mère, elle est indienne. Indienne. Exactement. Voilà. Mais oui, mais elle est née aux États-Unis. Aux États-Unis, elle est américaine, sans problème. Constitutionnellement, elle a le droit de se présenter. Mais en réalité, il amène pratiquement certains Américains à aller au-delà. Oui, mais Monsieur Jacogé, est-ce que ce n'est pas dangereux quand on est chef d'État d'un État aussi puissant comme les États-Unis d'avoir un tel discours séparatiste? Vous savez, en ce qui concerne le président américain, il y a beaucoup de choses qu'il fait. Si l'ancien président Obama faisait peut-être le millième, mais peut-être disons 1% de ce qu'il fait aujourd'hui. Depuis longtemps, je pense qu'il avait déjà perdu le pouvoir, c'est clair. Mais c'est Donald Trump. D'accord. Chance d'y faire certaines choses et ça passe inaperçu. En général, les gens disent, bon voilà, c'est pas un politicien. Bon, on sait qu'il est comme ça. Laissez-le faire ce qu'il est en train de faire.
Voilà. D'accord. Dommage. Bien, bien. Merci Jacques. Ne quittez pas, puisque nous avons une actualité très, très, très riche. Alors, chères auditrices et auditeurs, bonjour. Nous recevons aujourd'hui sur Afrique 2050 et Radio PDCI RDA, en compagnie de M. Jacques Auger, qui nous présentait déjà l'actualité états-unienne par rapport à cette élection présidentielle, donc depuis les États-Unis, un journaliste et homme politique franco-gabonais en direct depuis Moscou en Russie. Et je voudrais préciser qu'il s'agit de M. Bruno Ben Moubamba, un homme politique donc attentif aux problématiques des droits humains. Nous connaissons déjà M. Bruno Ben Moubamba, nous l'avons plusieurs fois reçu sur nos antennes. Il nous fera aujourd'hui le plaisir donc d'être présent sur nos antennes. Monsieur Moubamba, bonjour. Bonjour, m'entendez-vous, docteur Muketu? Je vous entends parfaitement. Alors, nous devons recevoir aussi le révérend prophète Amos Armand Mabika Molumbi, qui est un écrivain qualifié de la pensée prophétique, homme de la pure tradition de révélation primordiale prophétique, et qui a un parcours assez riche donc dans ce domaine. Et je signale qu'il a été formé en Côte d'Ivoire. Alors, pourquoi n'est-il pas encore présent ou bien ne sera-t-il pas présent sur cette émission, M. Moubamba? Bon, je tiens à vous présenter les excuses du révérend prophète Amos Mabika qui a indiqué avoir un empêchement de dernière minute lié à des soucis personnels. Donc, il ne pourra pas malheureusement assister à cette émission. Ce n'est que partie remise. C'est un peu regrettable, mais c'est ainsi, il faut l'accepter. Il n'a pas pu malheureusement se rendre disponible là où il est et dans les conditions où il se trouve. Je me forcerai donc au cours de cette émission de présenter un peu quelques-unes de ces idées qu'il aurait pu présenter au cours de cette émission. J'en profite donc pour présenter non seulement ses excuses, mais les miennes, puisque c'est un de mes co-invités. Vous n'y êtes pour rien, docteur Muketu, ce sont des choses qui arrivent. J'espère pouvoir intéresser les auditeurs de votre radio à cette occasion. Bien, merci M. Bruno Ben Moubamba. Alors, je voudrais rappeler aux auditrices et auditeurs d'Afrique 2050 et Radio PDCI RDA que vous êtes franco-gabonais, vous êtes né donc à Libreville au Gabon, vous êtes journaliste, politologue et philosophe. Je crois que vous suivez aussi une autre formation pour plus de précisions en Russie. Il s'agit de quoi, M. Moubamba? Écoutez, aujourd'hui, on peut avoir une formation tout au long de la vie. Ce sont les Français qui ont lancé cette idée. Pour ma part, j'ai choisi, tout en préparant mon retour imminent au Gabon, à Libreville, pour, comment dire ça, solder l'affaire du sosie d'Ali Bongo et de son fils putatif qui prétendent maintenir le bongoïsme au Gabon pour un demi-siècle de plus, avant même de rentrer au Gabon, dans des délais très raisonnables. J'ai choisi de poursuivre ma formation ici en économie, en intelligence économique et en relations internationales. Donc, en effet, je suis dans cette perspective de soutenir d'ici quelques années une nouvelle thèse de doctorat sur l'Afrique, eu égard à mes préoccupations économiques et mes préoccupations dans le domaine des relations internationales. Ça fera encore un autre diplôme de doctorat. C'est pas tout là, Monsieur Moubamba, l'école s'arrête. Le sujet n'est pas de collectionner des diplômes, il s'agit de se former. Vous savez que la jeunesse africaine est empêchée de se former en ce moment. Vous savez que au-delà des problèmes de famine, de guerre, le grand danger de la jeunesse africaine aujourd'hui, c'est la formation. Parce que les jeunes Africains sont victimes d'une double obscurité en ce moment qu'on entretient dans le cadre du projet de disparition programmée d'un certain nombre de pays et de peuples. Nous avons l'occasion d'en revenir. On parle des Bantous. Donc, moi, je
j'essaye de parfaire ma formation puisque la jeunesse africaine m'a toujours préoccupé. Je souhaite, au-delà de mes ambitions politiques, être un de ces formateurs de cette jeunesse qui, pour l'instant, est prisonnière de l'obscurité de l'ignorance avec le crash de l'éducation et aussi l'obscurité du mal dans lequel on entretient les jeunes Africains en général et les jeunes Gabonais en particulier en les empêchant de faire des études. Il faut bien que quelques-uns se forment parce que demain, il faudra aussi former tous ces jeunes qui ne seront peut-être pas les bienvenus sur d'autres continents ou vers d'autres continents. Je ne ferai pas l'apologie du règne d'Omar Bongo de 1968 ou 67 à 2009. Mais quand vous faites la comparaison avec ce qu'on appelle l'imposture au sommet de l'État en ce moment, on peut dire que Omar Bongo a quand même a mis une politique de formation des Gabonais, hein, non? En effet, le fait d'être contre le système... Vous allez m'expliquer, peut-être, c'est quelque chose que même ceux qu'on considère aujourd'hui étant comme des PDGistes n'arrivent pas à défendre comme bilan d'Omar Bongo. Je vous prends des exemples. Hein. Il y avait des jeunes Gabonais qui avaient même des bourses à l'école primaire. Nous autres, nous étions à l'université, je n'ai pas honte de le dire, hein, même si c'est un système que beaucoup d'entre nous n'acceptent pas. Nous étions à l'université Omar Bongo, nous étions boursiers. Nous sommes venus en Occident, boursiers de l'État gabonais. Nous avons résidé dans des résidences donc, universitaires payées par l'État gabonais. Et voilà, nous avons voyagé aussi auprès de l'État gabonais. Tous les 2 ans, par exemple, nous avons des billets. Nous avions des billets pour aller passer des vacances au Gabon, voir nos parents, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on peut dire que, au lieu de généraliser, que c'est quand même un bilan plus ou moins positif du règne de M. Omar Bongo que les PDGistes n'arrivent pas à défendre, M. Mbamba? Il y a exactement 3 générations qui viennent de se succéder. 3 générations, c'est à peu près 30 ans. Il y a la génération de nos parents, qu'on peut appeler la génération des indigènes, hein, ce n'est pas une insulte, de 1930 à 1960. Cette génération des indigènes est arrivée aux indépendances en étant traumatisée, une génération traumatique, une génération traumatisée par la colonisation, par l'indigénat, c'est-à-dire par un niveau d'études très faible, un niveau d'investissement très faible. Ça, c'est la génération des indigènes. Léon Bar en fait partie et certains qui sont aujourd'hui très âgés en font aussi partie. Hein, la génération des indépendances 1930-1960. Ensuite, il y a eu la génération qu'on pourrait qualifier de génération du progressisme démocratique et concerté. C'est-à-dire, c'était un néologisme inventé par M. Jean-François Mtoutouméman, toujours en vie, âgé, grand pilier du parti unique, le Parti démocratique gabonais. Cette génération du parti, du soi-disant progressisme, a essayé de mettre en place un progrès des enfants des indigènes à partir des indépendances, mais surtout de l'arrivée d'Albert Bénard Bongo, devenu par la suite Omar Bongo Ondimba. Donc, cette génération du progressisme démocratique et concerté, en effet, a essayé de mettre en place des investissements structurants, des ponts, quelques routes, mais aussi un programme éducatif qui a été assez intéressant, puisqu'il y a eu des bourses, en effet, il y a eu un minimum de formation, et depuis, il y a eu une autre génération de 1990 à 2020, 30 ans encore, hein, donc 60, 90, 30 ans, 90, 2020, 30 ans. Cette dernière génération, c'est la génération de la démocrature, c'est-à-dire un mélange de démocratie libérale et de dictature, avec des gens sans foi ni loi qui sont venus, et ça a été la génération du désordre. Maintenant, nous allons entrer dans une nouvelle génération, celle de 2020-2050. Et c'est vous, docteur Mouketou, c'est nous, Ben Moubamba, qui sommes chargés d'accompagner cette nouvelle génération qui devrait peut-être mettre sur rail la génération du Gabon d'après. Donc cette génération-là n'a pas l'école, elle n'a pas de bourse, elle n'a pas de chance. Ceux qui vont à l'étranger, qui vont étudier à l'étranger, comme vous venez de le dire, c'est souvent
des enfants du système, du pouvoir, des enfants chanceux, mais la majorité de cette jeunesse, elle est destinée à être ce qu'on appelle au Gabon des petits bandits, des petits voyous, des goudronniers, et la prostitution se développe énormément. C'est une génération extrêmement sacrifiée. Donc, nous devons nous réveiller pour la former, cette jeunesse-là. Bien. Je précise que même les enfants de la plèbe au niveau du Gabon, sous Omar Bongo, beaucoup étaient boursiers. Hein. On le confirme, peut-être. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. C'est plus le cas aujourd'hui. Très bien. Alors, donc, chers auditrices et auditeurs, nous recevons M. Bruno Ben Moubamba depuis Moscou, qui est un acteur social et défenseur des droits humains. Je voudrais préciser aussi que M. Bruno Ben Moubamba, à titre de rappel, c'est un homme politique engagé, mais quand même complexe. Hein. Il est opposant, il a été aussi ministre, vice-premier ministre, hein, c'est ça, de M. Ali Bongo. Voilà, vice-premier ministre de M. Ali Bongo. On y va. Donc, c'est un acteur politique très engagé, mais quand même assez complexe. Il a un parcours universitaire qu'on va plus rappeler ici, très riche, et il vous a encore signalé que ça ne s'arrête pas, il poursuit encore ses études aux États-Unis. C'est un peu le système états-unien, hein, je le vois. Le système états-unien et canadien aussi, hein, je le vois avec le docteur Jacques Okoedou, hein, qui multiplie plusieurs diplômes, hein, vous voyez, il continue malgré les diplômes qu'il a, mais il continue à se former. Donc, vous avez un parcours universitaire donc très riche. Alors, M. Bruno Mbamba, nous allons enchaîner notre émission avec votre regard sur l'actualité internationale. Premièrement, M. Bruno Mbamba, parlons un peu de la visite du président de la République ivoirienne, M. Alassane Ouattara, que beaucoup d'auditeurs vous soupçonnent comme étant un président que vous appréciez beaucoup, hein, même quand vous étiez aux affaires et jusqu'à présent. Donc, il était à Paris, il a été reçu par son homologue français, le président français donc, Emmanuel Macron. Et je voudrais aussi vous demander votre avis sur les pressions de la CEDEAO sur le Mali en demandant un président civil d'ici le 15 septembre 2020. Votre réaction sur ces deux premières actualités, M. Moubamba? Alors, la connexion ne marche pas très bien. Je n'entends pas bien votre question. Voilà, je voudrais signaler que nous sommes avec M. Moubamba en direct depuis Moscou. La connexion est très difficile. Pouvez-vous repréciser votre question? Parce que... Voilà, je vais repréciser mes questions. Nous sommes donc sur l'actualité internationale. J'aimerais avoir votre regard sur cette actualité internationale. Monsieur Moubamba, est-ce que vous nous entendez? Oui, je n'ai pas bien entendu. Il y a eu une coupure. Quelle était votre question? Très bien. Je vais répondre. Et quel est votre avis, votre réaction? J'aimerais avoir votre regard sur la visite du président ivoirien à son homologue français, le président donc Emmanuel Macron. Et ensuite, la deuxième actualité, je voudrais avoir votre regard sur les pressions de la CEDEAO sur le Mali en demandant un président civil d'ici le 15 septembre 2020. Je serai court, docteur Moukhetou. Concernant la Côte d'Ivoire, il faut bien positionner votre système parce que l'image est un peu... Alors, les choses ont bougé. Cette émission est très difficile à réaliser aujourd'hui, mais on va dire qu'elle est d'importance majeure. Alors, donc, que dois-je faire pour repositionner les choses? On va essayer comme ceci, non? Voilà, c'est parfait. Comme ça va. Voilà, c'est bien comme ça. Non, voilà, c'est bien. Bien. Donc, concernant le... Est-ce que vous me voyez bien là? Parfaitement. Bon, vous n'êtes pas gêné par des bruits alentours? Non, on n'entend rien. Vos amis s'expriment en russe, donc peut-être il y a des auditeurs russes qui on nous entend parfaitement. Bon. Concernant le voyage du président Ouattara à Paris, je tiens à dire ceci. Le président Ouattara s'était engagé à ne pas
avoir recours à un troisième mandat. Il a eu un tweet de félicitations du président Macron. Le fait que son Premier ministre désigné comme successeur soit décédé a donné une justification au président Ouattara pour dire finalement je fais un troisième mandat. Cela gêne visiblement la diplomatie française et nous savons que cette visite à l'Élysée a été une visite plutôt qualifiée de froide. Je pense qu'aujourd'hui, le président Macron aurait souhaité que le président Ouattara respecte sa parole de confier le pouvoir à une nouvelle génération. Occasion ici de dire que il y a de quoi s'inquiéter pour le scrutin à venir fin octobre en Côte d'Ivoire. Et je crois que la France s'en inquiète. Il faut constater la froideur de cette visite. Il faut aussi constater que le président Ouattara a fait un communiqué unilatéral, c'est-à-dire qui n'était pas conjoint avec son homologue français. Donc il y a probablement de la gêne. Vous aurez constaté qu'il n'y a plus de bruit autour de moi. Chacun a entendu votre interpellation. Donc, la visite du président Ouattara en France est préoccupante à deux titres, et je finirai par là. Premièrement, au XXIe siècle, en 2020, on constate qu'un président africain, supposé être un pays souverain, va toujours à Paris chercher l'adoubement, se comporter comme un adolescent devant un jeune président d'une grande puissance, certes, mais ça, c'est un retour à l'indigénat. Je vous ai parlé de la génération des indépendants, celle des indigènes, celle qui baissait les yeux devant l'homme blanc, sans vouloir faire dans l'ostracisation ou dans le racisme, mais les indigènes baissaient les yeux devant le colonisateur. Aujourd'hui, le président Ouattara a fait un voyage à Paris où il a, semble-t-il, quand même cherché un adoubement. C'est un peu gênant au XXe siècle. Nous pensions avoir des États souverains avec des leaders qui ont un certain bagou, une certaine dignité, une certaine fermeté dans leur attitude. Aujourd'hui, le fait de ne pas évoluer dans cette relation de maître à esclave conduit des présidents à aller chercher de l'adoubement en regardant par terre, en regardant ailleurs devant des jeunes présidents, fut-il français. C'est gênant pour l'Afrique du XXIe siècle qui cherche à devenir plus souveraine, plus dynamique et plus forte. Donc, moi, je dirais que ce voyage est triste politiquement, il est décevant parce qu'il traduit finalement un asservissement des autorités ivoiriennes à la volonté de Paris. Mais je ne peux pas dire à 100% que c'était un asservissement puisque apparemment, le président Ouattara, semble-t-il, essaye de s'imposer en force, par la force, entre guillemets, devant le désir français de le voir respecter sa volonté de ne pas faire, enfin sa promesse de ne pas faire un troisième mandat. Donc, vous m'avez posé une autre question sur le Mali, n'est-ce pas? Avant de passer sur le Mali, qu'est-ce qui vous fait dire que le président Ouattara a été, disons, résumons, il a été très mal reçu à l'Élysée? Bon, premièrement, vous voyez bien qu'une visite d'un chef d'État d'une telle importance comme le président Ouattara donne toujours lieu à un communiqué conjoint. Il n'y a pas eu de communiqué conjoint, il n'y a même pas de photos, il n'y a même pas d'image vidéo. Donc, visiblement, Paris n'a pas cherché, n'a pas voulu que ce voyage soit instrumentalisé comme un adoubement à un chef d'État d'importance en Afrique de l'Ouest. Mais on voit bien qu'il y a eu de la gêne. Et nous savons, selon toutes les informations qui sont en notre possession, qu'il a fallu des pressions, notamment d'un certain nombre d'hommes d'affaires français, pour que le président Macron accepte finalement de recevoir le président Ouattara, qui était depuis un certain nombre de jours à Paris. Il a fallu l'intervention de M. Bolloré, l'intervention de Martin Bouygues, l'intervention de la première dame de France, et d'autres pressions venues de Côte d'Ivoire. Je n'entrerai pas dans les détails. Là, on sent quand même un malaise.
Si ce n'est pas une mauvaise réception, c'est au moins une réception empreinte de malaise, et cela doit nous interroger sur ce que nous voulons faire de nos États. Est-ce que nous voulons chercher à exercer une démocratie libérale qui n'a pas de sens, c'est-à-dire nous allons imiter les Européens dans la démocratie libérale, ou bien nous allons essayer de chercher un modèle de démocratie à l'africaine qui permet l'apaisement, qui permet le dialogue, qui permet une forme de tolérance, une sorte de culture du village au sens noble du terme, où tous les enfants d'un même village, quelle que soit leur position, se sentent à l'aise dans le village. Aujourd'hui, nous sommes habitués à nous entretuer au nom de la démocratie. Une démocratie qui emmène à s'entretuer, pour moi, ne vaut pas la peine. D'accord, très bien. D'accord, très bien. Est-ce que vous considérez que Paris aurait demandé au président Alassane Ouattara de valider toutes les candidatures, y compris celle de M. Guillaume Soro et du président Laurent Gbagbo? Écoutez, des rumeurs dans ce sens circulent. Le président Emmanuel Macron, selon Jeune Afrique, hein, ce n'est pas nous qui faisons cette révélation, le journal France Africain, si je puis m'exprimer ainsi, Jeune Afrique, a clairement indiqué qu'une des conditions pour que le président ivoirien soit reçu à l'Élysée était qu'il valide la candidature de l'ex-président M. Gbagbo, mais aussi la candidature de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, et éventuellement aussi qu'il se retire au profit d'une nouvelle génération, mais que peut-être Gbagbo se retire et Bédié également. Aujourd'hui, il y a une volonté du président Ouattara de demeurer en poste parce que, semble-t-on dire, sur les bords de la lagune, sans le président Ouattara, ce serait le chaos en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il faut tourner la page de cette époque révolue où on disait « sans moi, c'est le chaos ». La terre, a dit Jean-Jacques Rousseau, la terre n'est à personne. La terre n'est à personne. Elle existait avant nous, elle existera après nous. Il faut que nous intégrions cela. La terre n'est à personne, dit Jean-Jacques Rousseau, même si parfois il faut prendre certaines réserves, des affirmations de quelques philosophes des Lumières, mais celle-là, elle est intéressante. La terre n'est à personne. La Côte d'Ivoire n'est à personne. Le Gabon n'est à personne. D'accord. La terre est à personne, la Côte d'Ivoire est à personne. La Côte d'Ivoire appartient donc à tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que, avant de passer à l'actualité malienne, est-ce qu'on peut dire tout ça pour ça, s'agissant de ce pays? Regardez ce qui s'est passé il y a 10 ans. Mort d'hommes, guerre civile, division du pays en deux, élections chaotiques. Non, mais et le président Alassane Ouattara, il a été soutenu par une grande instance internationale qu'on appelle l'ONU. L'ONU est silencieuse aujourd'hui. Docteur Moketou, oui. Tout ça pour ça. Et vous savez pourquoi? Mais parce que les Bantous, les dirigeants de la zone Bantou n'ont pas compris une chose. Oui. Voilà. Ils n'ont pas encore compris une chose. Ce dont il s'agit, c'est de la survie des populations d'origine de toute cette zone qu'on appelle la zone Bantou, qui va depuis le sud du Sénégal, qui passe par la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, descend au Bénin, le Nigeria, le Gabon, jusqu'en Afrique du Sud. Cette zone des peuples d'origine est menacée de disparition parce que nous sortons d'une période où les dirigeants de cette zone n'ont pas encore compris qu'ils doivent se comporter en pairs. Les pairs de la nation n'existent pas. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu quelqu'un qui s'est comporté comme un père de la nation, au feu au fouet de Boigny. Il a fait ce qu'il a pu. Il y a beaucoup de choses à lui reprocher, mais il s'est présenté en protecteur de la nation. Aujourd'hui, nous avons besoin de retrouver à la tête de tous nos États des protecteurs de la nation qui se comportent comme des pères. Un père ne peut pas laisser ses enfants mourir de faim, ne pas aller à l'école, être malheureux pour être remplacé
par des personnes qui sont des gens indignes, qui ne pensent pas au bien commun. Mais M. Moubamba, le président Alassane Ouattara, il s'est dit qu'il est protecteur de la nation ivoirienne. C'est son point de vue, bien entendu. Mais le protecteur, le père, doit rassembler tous ses enfants dispersés. À un moment, il faut savoir appeler tout le monde à la table, même dans une famille, lorsque les gens se disputent, lorsqu'il y a des disputes familiales, le père est celui qui rassemble. Ce n'est pas celui qui soustrait. En politique, on ne procède jamais normalement par la soustraction. D'accord. Alors, on agit par addition, on n'agit pas par soustraction. On ne peut pas soustraire un tel, chasser un autre. On doit rassembler. C'est ça un père. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, comme dans la plupart des pays d'Afrique, les citoyens sont comme des orphelins. Ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de repère. Il n'y a plus de père de la nation. Ce sont des gens qui sont arrivés comme des amants ou des voleurs ou des braqueurs, beaucoup. Je ne parle pas ici du président X ou du président Y. Je dis qu'aujourd'hui, le sentiment général des Africains, c'est comme s'ils étaient des orphelins. Un enfant qui est un orphelin est en danger, parce que dans un troupeau de lions, quand un autre lion vient prendre le pouvoir et qu'il a le sentiment que les petits lionceaux qui sont là ne sont pas ses enfants, ce sont des orphelins, il tue les lionceaux. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le manque de sentiments paternels dans nos États fait fuir les enfants dans l'immigration, vers le banditisme, vers l'errance, alors même qu'il n'y a pas des figures paternelles, on manque de figures paternelles, c'est-à-dire protectrices. D'accord. Alors, voilà, est-ce que le docteur Alassane Ouattara, le président ivoirien, n'est-il pas en train de prendre des risques de gâcher tout ce qu'il a posé comme action sur le plan économique, comme il le dit, au niveau du développement, de construction de certaines infrastructures? Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il sorte par la petite porte et qu'il se retrouve sur la liste, si vous voulez, donc des archives, si vous voulez, les archives tristes de l'histoire politique de l'Afrique subsaharienne? Je vous l'ai dit dès le départ, j'ai cité Jean-Jacques Rousseau, la terre n'est à personne. La Côte d'Ivoire n'est à personne. Ni à Guillaume Soro, ni à Laurent Gbagbo, ni à Alassane Ouattara. Il faut que les Ivoiriens, ceux qui veulent diriger ce pays, ceux qui le dirigent, et comme ailleurs, agissent en responsabilité. Donc, la sortie du président Ouattara est un détail dans l'histoire. Ce qui compte, c'est que la guerre, elle commence comme un jeu, elle met 20 ou 30 ans à se terminer. Donc, il ne faut jamais faire la guerre. Ça a commencé en 2000 ou en 99, ensuite il y a eu 2002, après il y a eu 2010-2011. Ça fait déjà une vingtaine d'années que la Côte d'Ivoire est enfoncée dans la crise. Il faut donc que les Ivoiriens comprennent que leur intérêt est de penser à l'intérêt général, au bonheur général des populations. Donc ce n'est pas le sort d'Alassane Ouattara qui compte, ni le sort de Laurent Gbagbo, ni le sort de Blé Goudé qui compte, c'est le sort de la Côte d'Ivoire qui compte. Il faut donc qu'à un moment, les uns les autres comprennent que, in fine, c'est que va devenir la Côte d'Ivoire. Est-ce que nous allons continuer dans une crise permanente qui ne voit pas le bout, ou à un moment, les gens vont comprendre qu'il faut casser la logique de la crise définitivement, comme les Allemands, par exemple, et les Français l'ont fait après la Deuxième Guerre mondiale. Adenauer et Charles de Gaulle se sont retrouvés dans la cathédrale de Reims et ils ont scellé la réconciliation franco-allemande, alors qu'on avait eu entre les deux pays 2 guerres mondiales avec des millions de morts. Il faut donc des hommes forts, des hommes paternels, des hommes responsables pour signer des pactes de réconciliation, parce que c'est de la réconciliation que vient l'espoir. Et ça manque en ce moment dans nos pays. D'accord. Et toute dernière question sur cette actualité ivoirienne. Pourquoi les hommes politiques ivoiriens, ou bien de façon générale la population ivoirienne, ne demandent pas des comptes à l'ONU? Alors,
le comportement des Ivoiriens, qui sont des Bantous, hein, parce que les noms ivoiriens, gabonais, béninois, ce n'est pas nous qui nous les sommes donnés, hein, ce sont les colons. Les Ivoiriens, c'est des défenses d'éléphants, ça ne veut rien dire comme nom, mais c'est une réalité étatique. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Ivoiriens sont victimes du complexe des indigènes, comme la plupart des pays. On imite bêtement ce qui vient d'ailleurs. On nous a dit qu'il fallait être catholique et chrétien. Bon, on fait nos signes de croix, on va se faire baptiser, on fait la confirmation, on mange la communion, mais on ne réfléchit pas. Pareil, quand on est franc-maçon, on ne sait pas ce que ça veut dire. Quand on est rosicrucien, quand on est musulman, on ne comprend pas que toutes ces choses qui sont bonnes, mais qui nous sont venues d'ailleurs, ne nous permettent pas souvent de prendre conscience de ce que nous sommes. Quelles sont nos mémoires? Qui nous sommes? Et en général, les Ivoiriens doivent comprendre, comme la plupart des Africains, que c'est par une prise de conscience de nos mémoires, qui nous sommes, qui est l'homme bantou, qui est l'homme africain, d'où il vient, ce qu'il doit devenir. C'est le continent le plus riche du monde, le continent des jeunes, le continent des matières premières, le continent de l'eau potable, le continent de la culture. Il faut savoir tout ce que les Ivoiriens ont donné au monde en termes culturels. Mais comment se fait-il que nous soyons toujours en crise? En Côte d'Ivoire comme ailleurs, mais surtout en Côte d'Ivoire. Mais bien parce que les gens ne comprennent pas qu'il y a en Afrique noire, en Afrique subsaharienne, en zone bantou, un combat spirituel. Et l'enjeu, c'est la disparition de l'homme noir. C'est la disparition de l'homme bantou. Et tant que l'homme bantou n'aura pas compris que son destin est de disparaître et qu'il doit réfléchir, il doit faire appel à la loi de l'attraction universelle. J'aurai le temps de vous expliquer ce que c'est si vous... On reviendra sur cette actualité. Eh bien, nous survivrons. Nous survivrons si nous prenons conscience de qui nous sommes, mais nous disparaîtrons si nous continuons d'imiter bêtement ce que nous n'avons pas intégré en nous-mêmes comme valeur. Bien, merci M. Bruno Ben-Moubamba. Je voudrais rappeler aux auditrices d'Afrique 2050 et Radio PDCI et RDA, y compris aussi les auditeurs, hein, je ne vous oublie pas, que nous recevons aujourd'hui l'homme politique gabonais et philosophe M. Bruno Ben-Moubamba en direct depuis Moscou en Russie. Alors, M. Bruno Ben-Moubamba, je voudrais aussi avoir votre regard sur l'actualité malienne, hein, les pressions de la CEDEAO qui exigent donc à ce pays, qui demandent à ce pays de voter, d'avoir un président civil d'ici le 15 septembre. Votre réaction? D'abord, je suis très heureux que le pouvoir militaire, militaro-populaire qui s'est imposé à Bamako en dépit des pressions internationales ait répondu avec une grande sagesse à cette pression de la CEDEAO. La CEDEAO exige un président civil d'ici le 15 septembre. Au nom de quoi? Ce n'est pas la volonté populaire et c'est contre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est contre la doctrine onusienne du droit à l'autodétermination des peuples. Donc, vous avez disparu, professeur ou docteur Moketou. Je comprends, je vais t'en dire un, allez-y. Voilà, donc je vous revois. Moi, je suis très heureux lorsque j'ai écouté les paroles, j'ai été très heureux en écoutant les paroles du porte-parole, autant pour moi du pouvoir militaro-populaire qui a dénoncé d'une part les manœuvres de la France, de l'Union européenne, des États-Unis. Vous savez que moi, j'ai de très grands amis en France, j'ai une grande admiration pour l'Occident, mais quand j'ai entendu ce courage du porte-parole du pouvoir militaro-populaire qui dit que depuis que nous sommes en place, nous remportons des victoires militaires contre les soi-disant terroristes, je trouve ça très courageux. Lorsqu'il dit que du temps du président élu au nom de la démocratie universelle, M. Keïta, les avions maliens n'avaient même pas le droit de décoller. Aujourd'hui, ils ont le droit de décoller et d'aller pourchasser les djihadistes, entre guillemets. Aujourd'hui, on voit bien que les Maliens sont devenus un peuple totalement lucide. Ils ont compris les données du débat malien.
Il ne s'agit pas ici d'une guerre contre le terrorisme. Il s'agit toujours de ce projet de mise, comment dire ça, en esclavage moderne des États africains, des États noirs africains. On ne peut pas oublier que le terrorisme sévit dans le nord du Mali, M. Mobamba. Moi, je ne dis pas que le terrorisme est inexistant au nord du Mali, en Algérie, en Irak, en Syrie ou ailleurs. Je dis qu'il faut bien analyser les causes du terrorisme. Pourquoi y a-t-il du terrorisme dans le monde? Le terrorisme sert les intérêts de qui? Comment se fait-il qu'il y a Boko Haram au Nigeria et au Cameroun comme ça, par l'opération du Saint-Esprit? Ça sert les intérêts de qui? Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on vous accuse comme un partisan des théories complotistes? Non, je ne suis loin de là, je ne suis pas un complotiste, mais je constate que les terroristes étaient en vacances pendant la crise du Covid-19, comme par hasard. Il n'y a jamais eu aussi peu d'attentats que pendant la crise du Covid-19. Accordez-moi au moins ce peu d'intelligence au minimum indigène de constater que les terroristes prennent des vacances pendant le Covid-19. Je n'accuse pas du tout qu'il y ait des complots de ceci ou de cela, mais qu'est-ce que vous voulez dire que l'imam Dicko a toujours été favorable à une négociation avec les peuples maliens du Nord. Eh bien, il faut l'écouter. La guerre n'est pas forcément la seule solution. Les guerres, elles peuvent durer des décennies. La guerre de 100 ans a eu lieu en Europe. Est-ce qu'on veut une guerre de 100 ans sur fond de terrorisme ou bien on veut résoudre les problèmes de conflit? S'il faut résoudre les conflits, il faut faire la négociation entre les belligérants au lieu de mettre en place des systèmes qui permettent une guerre permanente. Parce que la guerre permanente, elle permet de détruire les États. C'est ce qui se passe. Cet état de guerre permanente en Côte d'Ivoire, ça détruit la Côte d'Ivoire. Bien sûr, on fait des ponts, on fait des infrastructures, mais est-ce que les gens se sentent en sécurité? Est-ce que le système éducatif se développe? Est-ce que l'indice de développement humain est-il au rendez-vous? Est-ce qu'on voit un progrès au fil des années? La question mérite d'être posée. Il ne suffit pas de dire il y a le terrorisme, on fait la guerre. Mais la guerre pendant combien de temps? La guerre pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 50 ans, pendant 100 ans. Quand il y a la guerre, on essaie de faire la paix. Aujourd'hui, je constate, moi qui ai lu les ouvrages russes comme Guerre et paix, je vous dis que quand il y a la guerre, il faut la paix. Or, je vois qu'à aucun moment, il y a un processus de paix qui est déclenché au Mali. On veut la guerre et la guerre. Et la guerre dessert les Africains. La guerre dessert les États africains. Il faut éviter la guerre. C'est un Gabonais qui m'a donné ce conseil une fois, un Gabonais qui a dirigé l'ONU en Centrafrique, un Gabonais dont je ne citerai pas le nom, mais qui était responsable du programme de paix des Nations Unies. Il m'a dit une fois, en me croisant lorsque j'étais vice-premier ministre, il m'a dit, Monsieur Mobamba, n'autorisez, ne permettez jamais la guerre. Parce que lorsque la guerre s'installe, elle met au moins 20 ans à s'arrêter. Donc, je le dis, moi, je trouve que les gens font trop appel à la guerre au Mali, comme ailleurs. Ils veulent la guerre, mais je ne vois pas grand monde qui veut la paix. Et ça mérite d'être souligné. Bien, merci, M. Bruno Ben-Momamba, pour toutes ces précisions. Alors, parlons un peu de votre pays d'origine, le Gabon. Parlons du discours de politique générale de votre première ministre, ou bien premier ministre, Madame Rose Christiane Osuka Raponda, je pense que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Alors, qui a attiré l'attention de nombreux téléspectateurs africains, certainement, lors de son passage sur une chaîne de télévision française. Elle a parlé de la construction du Transgabonais sur plus de 700 km d'ici 2023. Vous êtes formidable dans votre pays. Alors, chers auditrices et auditeurs d'Afrique 2050 et Radio PDCI RDA, peut-être vous avez raté quelque chose là.
le Parlement gabonais a inventé une nouvelle catégorie de prisonniers. Je cite, prisonniers de droit politique. C'est une trouvaille purement donc gabonaise. Alors, M. Bruno Ben Mobamba, votre réaction? Écoutez, je vais être très franc avec vous. Moi, les réactions que j'ai vues après le soi-disant discours de politique générale de Madame le Premier ministre gabonais m'ont vraiment fait sourire. Vous savez pourquoi? Parce que les gens qui sont intervenus dans le cadre, pour moi, d'un jeu politique. Parce qu'ils savent bien que le Premier ministre gabonais, constitutionnellement, n'a plus aucun pouvoir depuis les dernières modifications constitutionnelles. Je m'explique. Vous savez que après les élections de 2016, dramatiques, il y a eu ce qu'on appelle un dialogue national au Gabon, n'est-ce pas? Vous le savez, en 2017, à Ngondji, vous le savez. Moi-même, j'avais un représentant dans la commission chargée de revoir la Constitution. J'avais envoyé au nom de mon parti un représentant. Vous savez ce qu'ils ont pris comme décision, docteur Mouketou? Ils ont modifié un alinéa de l'article 28 de la Constitution qui fait que le Premier ministre n'est plus responsable devant le Parlement. Le Premier ministre est responsable devant le président de la République. Ensuite, il y a eu une modification de l'article 8 aussi de la Constitution qui fait du président gabonais quasiment un monarque. Et qui a permis ça? Des opposants. Je ne citerai pas leurs noms. Certains sont devenus vice-présidents, d'autres ont dirigé le CND, certains ont leurs enfants au gouvernement. Voilà le deal qu'ils ont tissé. Et moi, j'ai combattu ça quand j'étais... Quand vous parlez des opposants, on ne pouvait pas parler de tous les opposants. On parle des opposants... Comment? Des opposants conviviaux. Moi-même, j'ai été considéré comme un opposant convivial, ce que je ne suis pas. Non, je ne suis pas un opposant convivial. Mais j'ai eu l'occasion de constater au sein du gouvernement, quand j'étais dans le gouvernement, j'ai vu le PDG, j'ai vu Michel Essongé, Maganga Moussavou, Dao, Demezo et d'autres dealer avec le PDG. Cette constitution que j'ai essayé de critiquer, mais j'ai été combattu et par les opposants conviviaux et par les gens, les pouvoiristes du PDG, parce qu'ils ont donné les pleins pouvoirs au président de la République. C'est désormais un régime présidentiel. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que, non, écoutez bien, je vous dis ça parce que le discours de Mme Rose Raponda Oussouka est une comédie. Elle n'est pas responsable devant le Parlement. Donc, son discours de politique générale est nul et de nul effet. Donc, les opposants qui viennent commenter ce discours comme un discours de responsabilité devant le Parlement sont complices d'une comédie, d'une blague. Ça ne sert plus à rien. Normalement, on devrait déjà faire sauter, pardonnez-moi l'expression, le poste de Premier ministre, comme Macky Sall a eu l'honnêteté de le faire au Sénégal. Il n'y a plus de Premier ministre. C'est un régime présidentiel. Or, maintenir l'illusion d'un Premier ministre qui serait responsable et qui peut faire des discours de politique générale et qui serait critiqué par les opposants, c'est de la blague. Pardonnez-moi, c'est de la pure bêtise. C'est faux. Il n'y a pas de Premier ministre responsable devant le Parlement. Donc, ce discours de politique générale, c'est de la pure comédie. On aurait pu l'ignorer. Donc, aller répondre à un Premier ministre qui n'a aucun pouvoir et qui est responsable devant le président de la République, eh bien, ça ne vaut rien. Mais vous ne pouvez pas comparer le Sénégal au Gabon. Le Sénégal, même s'il y a des problèmes, le Sénégal est un exemple d'État démocratique en Afrique subsaharienne, alors qu'au Gabon, on parle de l'imposture, hein, vous voyez, qui sévit au sommet de votre pays. Nous sommes d'accord? Je ne sais pas si le Sénégal est un exemple absolu de démocratie. Il y a des problèmes là-bas. Comparatif avec le Gabon, la démocratie bongoïste, comme on la qualifie.
la démocratie de la forêt équatoriale, quoi. Il est vrai que la démocratie sénégalaise a déjà connu un certain nombre d'alternances démocratiques, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des problèmes avec l'exil notamment de Karim Wade, le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, et puis d'autres soucis d'opposants emprisonnés. Je peux le dire, d'autant plus que j'ai des bonnes relations avec le milieu D'accord. Et votre point de vue sur les deux autres sujets, construction d'un transgabonais Pardon, je n'ai pas entendu. La construction du transgabonais de plus de 700 km d'ici 2023, voilà. Je dois vous dire que nous avons un grand souci au Gabon depuis la réforme constitutionnelle. Le Premier ministre qui a annoncé la construction de cette route transgabonaise n'a aucun pouvoir. Ce qui dirige le Gabon, c'est un pouvoir présidentiel, c'est le cabinet du président, avec son coordonnateur, donc l'équipe de la présidence. La constitution gabonaise ne vaut plus rien. Ça, je dois vous dire la vérité. La constitution gabonaise ne vaut plus rien. C'est une constitution à déchirer. Une constitution qu'il faut déchirer. Nous avons des premiers ministres qui n'ont plus aucun pouvoir. Donc, ils peuvent annoncer ce qu'ils veulent. Vous voyez, Issoze Ngondé, qui repose en paix, a voulu faire le plan de relance économique. Il n'avait aucun pouvoir, et j'en sais quelque chose. Monsieur Pogé-Bekali a pu faire la route. Il n'avait aucun pouvoir, mais vous étiez au gouvernement, vous étiez vice-premier ministre quand même. Vous savez bien que j'ai déclenché des canonnades au sein de ce gouvernement, justement parce que j'ai constaté que ça n'allait pas. Par exemple. Mais aujourd'hui, on dit que M. Akouré-Lavin dit qu'on est trop endetté, qu'un certain économiste dit aussi qu'il y a trop d'emprunts, mais vous oubliez que moi, les canonnades qui ont eu lieu au gouvernement entre moi et les pouvoiristes fédégistes, ça concernait quoi? Ça concernait bien la dette. Je n'étais pas d'accord avec les super emprunts auprès du FMI, de la Banque mondiale. Je l'ai exprimé publiquement et j'ai été sanctionné. Oui, vous avez eu plusieurs hommes politiques qui ont évoqué cette situation de l'endettement abyssal du Gabon, par exemple. Non, mais vous avez rappelé qu'en tant que vice-premier ministre, j'ai été mis publiquement en cause par tout un pouvoir parce que j'avais dit attention, nous allons vers le mur. Et j'étais vice-premier ministre, je n'étais pas n'importe qui. Voilà, vous avez par exemple le président Jean Ping qui ne cesse de le dénoncer. Vous avez eu même le feu président Mamboundou qui le faisait autant. Et des économistes aussi gabonais, le docteur Jacques Okoyedou. Je vous parle du plan de relance économique qui a été le plan conçu par Feu Issoze Ngondé, qu'il repose en paix. Tout ça a été dénoncé. Pas été en accord. Je ne vous parle pas de la politique économique en général. Je vous dis que près de 6 000 milliards d'endettement que le Gabon a, ça a commencé avec le pouvoir d'Ali Bongo et ses ministres et ses super-ministres qui ont fait de la gabegie et on a essayé de tirer la sonnette d'alarme à temps et ça a provoqué des canonnades au sein du gouvernement ayant abouti à un départ. Monsieur Moubamba, on va essayer d'avancer. Donc la transgabonaise dont vous parlez, c'est une route qui ne sera jamais construite. Je connais bien cette route, je l'ai faite en 2016 justement par la route avec des voitures qui ont été la plupart abîmées. C'est une route qui est infaisable d'ici 2023, c'est ridicule. Et ce sont juste des annonces pour faire joli, comme on entend depuis 10 ans. Bien. Merci, M. Bruno Bamba. Alors, je voudrais rappeler toujours à nos auditrices et auditeurs, vous êtes très nombreux à nous écouter en ce moment à l'échelle planétaire, que nous recevons M. Bruno Ben Moubamba depuis la Russie, qui est un homme politique et philosophe franco-gabonais, ancien vice-premier ministre de M. Ali Bongo Ondimba. Alors, vous n'avez pas réagi sur cette nouvelle catégorie de prisonniers politiques. Vous parlez maintenant de prisonniers de droit politique. Bon, pourquoi vous ne voulez pas parler de ce sujet, M. Bruno Ben Moubamba?
C'est une trouvaille, hein, une trouvaille purement gabonaise. Nous sommes d'accord? Les prisonniers politiques sont des prisonniers politiques. Moi-même, j'en ai fait libérer un ou deux quand j'étais au gouvernement, sans tambour ni trompette. L'un d'entre eux est retourné en prison. Vous voyez il s'agit de qui? Il s'agit du jeune Karl Meïn-Douminzambe et puis d'un autre Eric Mamboundou. J'ai tout fait pour les faire libérer discrètement, mais bon, il y en a un qui est retourné en prison. Donc la question des prisonniers politiques me préoccupe. Il se trouve qu'il y a des prisonniers politiques et ce que déclare la Première ministre gabonaise prouve à souhait qu'elle n'a aucun pouvoir. C'est juste de l'agitation, elle est obligée de s'accrocher aux branches. On ne peut pas prendre au sérieux ce qu'elle déclare. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut libérer tous les prisonniers, pas seulement quelques-uns. Il faut libérer tout le monde. Les personnes qui ont été arrêtées en 2016 doivent être libérées. Arbitrairement, ils n'ont pas à être en prison. Vous allez me dire, mais oui, mais j'étais au gouvernement, pourquoi je ne les ai pas fait libérer? Mais je vous dis que moi, j'en ai fait libérer un ou deux en intervenant directement auprès du ministre de la Défense, M. Étienne Bassard. Après, c'est une question extrêmement complexe. Ces gens n'ont rien à faire en prison. Ils sont en prison de manière injuste, arbitraire, inconsidérée. Et je suis étonné que même la communauté internationale les abandonne en prison. Voilà. Nous avons le cas de quelqu'un qui a été arrêté arbitrairement, l'honorable Bertrand Nzibi. Il est d'autant plus, en plus, il est gabonais et américain. Je suis étonné que les États-Unis ne fassent pas pression sur le gouvernement gabonais pour faire libérer un de ses compatriotes. Donc, et puis, il y en a d'autres. Il faut absolument, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous savez, docteur Mokotu, je veux vraiment insister là-dessus. Le problème du Gabon, c'est qu'il n'y a plus de père. Il n'y a plus de père de... Donc, c'est un pays mystérieux. C'est un pays mystérieux. C'est un pays bourré d'orphelins. Bourré d'orphelins. Et vous savez, quand on tue les pères en psychologie, qui vient après? C'est le pouvoir des mères, le pouvoir des mamans, le pouvoir des rôles, les pouvoirs des Marie-Madeleine, le pouvoir des Sylvia. Ça veut dire qu'il n'y a plus de père dans ce pays. Il n'y a plus d'hommes. Il n'y a plus personne qui ait une autorité. Donc aujourd'hui, il faut arrêter cette dérive où on tue les pères. On les pend, on les assassine et on les abandonne en prison. Il n'y a plus de père au Gabon. Il faut absolument que l'homme bantou du Gabon se réveille. Il retrouve sa dignité. Et il redevienne le père protecteur de ses enfants. Ce qui est sûr, M. Bruno Ben Moubamba, tous ceux qui sont en prison sortiront un jour. Ils sortiront un jour. Alors, dernière actualité, vous êtes en Russie, M. Bruno Ben Moubamba, à Moscou plus précisément. Nous allons parler un peu des accords militaires entre la Russie et le Burundi. Alors, je voudrais poser cette question. Peut-on dire ou bien peut-on parler d'un retour de l'ex-URSS en force en Afrique subsaharienne? Alors, docteur Moketou, je vais vous faire plaisir parce que vous allez être le premier média à être au courant du scoop suivant. Et ça, je vous le réserve juste à vous, hein, parce que c'est vous. Hier, la Russie a rassemblé au cours d'une réunion solennelle tous les ambassadeurs africains à Moscou. Je crois que le Gabon était représenté par le premier conseiller à l'ambassade du Gabon à Moscou, l'ambassadrice étant en quarantaine Covid-19, je ne sais pas pourquoi. Donc la Russie a créé une organisation à l'issue du sommet de Sochi qui a eu lieu en octobre dernier, octobre 2019, un peu comme la francophonie, qui va permettre justement une politique africaine de la Russie. Et je vous le dis, et c'est heureux, je crois que l'Union soviétique avait perdu ses bases après la chute du mur de Berlin en Afrique. Aujourd'hui, avec le président Vladimir Poutine, il y a une volonté de la Russie de revenir en Afrique, et c'est son droit.
Ce n'est pas seulement le terrain des Occidentaux, ce n'est pas seulement le terrain des Chinois, des Indiens, mais la Russie a son rôle à jouer aussi en Afrique en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Savez-vous que la Turquie a envoyé, je crois hier, il y a quelques heures, une délégation d'importance à Bamako au Mali. La Turquie a des ambitions en Libye. L'Union africaine est affaiblie en Libye et dans tous les grands dossiers. On voit la Turquie arriver en Libye et au Mali. Alors pourquoi la Turquie, membre de l'OTAN, peut arriver en Afrique et pas la Russie? Ce que je déplore, est-ce que c'est pas du folklore militaire dans ce grand continent qu'on appelle Afrique? Est-ce que l'Afrique a besoin de... Je ne suis ni défenseur de la Russie, ni défenseur de la Chine, ni défenseur de la France. Moi, mon rêve, et c'est le sujet de mon travail à l'université de Moscou que je ferai, même quand je retournerai au Gabon, que je continuerai quand je serai au Gabon d'ici quelques semaines. Ma préoccupation, ce n'est pas la présence de la Russie, de la Turquie, des États-Unis, c'est comment favoriser la renaissance africaine, avec comme pilier de la renaissance africaine la zone bantoue, l'Afrique noire, l'Afrique subsaharienne. Comment favoriser la naissance d'une puissance africaine? Peut-être pas maintenant, mais d'ici la fin du siècle. Est-ce qu'on peut avoir une puissance africaine ou bien c'est une utopie? Les Africains doivent cesser de se comporter, écoutez-moi bien, comme des esclaves, comme des indigènes qui se mettent à genoux devant le phallus du maître. Et je préfère m'arrêter là en termes d'image. Je crois qu'on me comprend bien. Les Africains se comportent trop comme des indigènes à genoux devant le phallus du maître. Il faut que ça s'arrête. Mais si on pousse la réflexion, c'est ce que vous êtes en train de faire en Russie en ce moment. On vous soupçonne d'être soutenu par la Russie. Ça, c'est vous qui le dites. Je suis à Moscou. Nous, on essaie d'analyser tout ce qui s'est dit autour. Hein. Pourquoi le choix sur la Russie? Vous aurez vu aujourd'hui une série, par exemple, au sud de la France, au sud du Gabon, au sud des États-Unis. À Québec, au Canada, je ne sais pas. Même Elk en Pologne, par exemple. Vous voyez, pourquoi le choix de Moscou? Que faites-vous à Moscou? Mais docteur Mouketou, vous savez bien que... On peut considérer, quand vous me permettez, qu'on peut vous qualifier aussi comme étant un esclave qui va à la recherche du maître en Russie. C'est d'autant plus inexact que les Russes eux-mêmes ont été longtemps des esclaves. Slavian, ça veut dire esclave. Slavian, les Slaves, c'était des esclaves des Occidentaux, des esclaves blancs. Ça, je vous le précise. Donc, on ne peut pas comparer un pays qui n'a jamais pratiqué l'esclavage, mais qui a souffert lui-même de l'esclavage, à un pays esclavagiste. Moi, je ne vois pas le racisme ou l'esclavagisme ici en Russie. Et je tiens aussi à vous rappeler qu'en 2014, j'ai fait le tour des États-Unis comme alumni. Alumni, vous savez ce que c'est, ça dépend du département d'État américain. Et je vous rappelle aussi qu'en France, je suis l'ami de grands personnages comme la famille Dassault. Vous savez bien que la famille Dassault, vous m'avez vu avec la famille Dassault au salon du Bourget. Donc des réseaux France-africains. En tout cas, moi, je ne suis pas un manichéen, mais je ne suis pas un indigène. Je ne dis pas, monsieur Moubamba, esclave, venez là, agenouillez-vous devant notre phallus, et puis moi, je ne me comporte pas comme ça. Je fréquente tout le monde, les Français, les Américains, les Russes, les Chinois, les Indiens, mais ma première préoccupation, c'est l'Afrique. Ce sont les Bantous. Qu'allons-nous devenir? Mais ça ne veut pas dire que quand on devient bantou, on se met contre le reste du monde. On reviendra sur ce sujet, sur les bantous. Dernier sujet d'actualité. J'aimerais avoir votre avis, M. Bruno Ben Moubamba, sur la gouvernance virtuelle. Je parle bien de la gouvernance virtuelle de plusieurs pays d'Afrique à travers les SOSI. Le cas de votre pays, le Gabon. Bon, vous savez que on a soupçonné en Algérie Bouteflika
d'être un sosie et qui serait mort depuis longtemps. On soupçonne le Cameroun, on dit que Paul Biya est mort et qu'on a mis en place un sosie. On dit que le président Buhari au Nigeria serait mort et qu'on a affaire à un sosie. On a même dit que Kagame a des problèmes au Rwanda. La gouvernance virtuelle est possible aujourd'hui par la technologie, notamment ce qu'on appelle les deepfakes. On peut tout faire avec une vidéo. Je ne dis pas que les théories du sosie sont exactes dans tous les pays, mais pour ce qui concerne le Gabon, c'est pas normal que depuis 2 ans, on n'ait pas un président de la République qui vienne faire ce qu'Ali Bongo a toujours aimé, c'est-à-dire parler devant les journalistes. Ça, c'est préoccupant. Voyager. Ensuite, voyager, être reçu. Ali Bongo, que j'ai connu, voyageait beaucoup. Vous savez bien qu'il existe une photo célèbre de moi et Ali Bongo dans son hélicoptère avec le colonel Envam derrière nous. Et je peux même vous donner un scoop puisque vous êtes gentil aujourd'hui. Vous savez qui a fait cette photo? Non. Eh bien, je vais vous raconter, ça intéressera les Gabonais. Le président Ali Bongo voulait aller inaugurer l'usine d'Olam à Mouila. Vous savez, je suis un anti-Olam. Pour nos auditrices non gabonais et auditeurs, c'est une multinationale. Non gabonais, les auditeurs non gabonais, Olam veut dire quoi, s'il te plaît? Olam, c'est une entreprise singapourienne gérée par des Indiens. Enfant, ça veut dire le piège. Dans la langue fan du Gabon, ça veut dire le piège. Et dans la langue Pounou, c'est-à-dire la mienne, ça veut dire oulam. C'est vraiment très vilain comme mot quand on dit oulam, c'est-à-dire qu'on vous abuse sexuellement. Ça veut dire oulam. Hein? Donc, mais je ne développerai pas. Mais oulam est une multinationale que nous devons critiquer parce qu'elle pollue les rivières en faisant de l'huile de palme. Olam prend les terres du Gabon au détriment des cultivateurs. Mais si vous ne voulez pas entendre mon scoop, je ne vous le raconte pas. Mais si je vous en prie, allez-y, je vous en prie. Donc l'histoire de cette photo, c'est que Ali Bongo me demande de monter avec lui dans son hélicoptère, accompagné de Maganga Moussavou, futur vice-président ou vice-président, mais en tout cas maire de Mouila à l'époque. Il est en face de moi. Celle qui est en face de moi, c'est la présidente du Sénat, Madame Milébou. Et donc, Ali Bongo voulant immortaliser ce moment où son vice-premier ministre est assis comme le mouton de la Tabaski à venir à côté de lui, demande à immortaliser ce moment. Et donc, c'est la présidente du Sénat, Madame Milébou, qui a pris mon appareil photo et qui a fait cette photo très connue et qui a été diversement commentée, où on me voit à côté d'Ali Bongo avec le colonel Envam derrière moi. C'est une photo qualifiée d'historique, mais elle n'est pas de moi, elle est prise par la présidente du Sénat, Madame Milébou. Pourquoi je raconte ça? C'est juste pour vous dire que le Gabon a été victime d'un grand complot en ce moment, et une des matrices de ce complot, c'est Olam. D'accord, très bien. Merci, monsieur. Le contrôle des sosies vient d'Olam, en tout cas au Gabon. L'affaire du sosie, c'est le président d'Olam, monsieur Gagan Gupta, qui est entré dans la chambre d'Ali Bongo après son AVC à Riyad, qui contrôle cette affaire du sosie, et c'est Olam qui a financé les premières opérations de sosie au Gabon. Ça, je peux vous l'affirmer. D'accord, bien. Merci, monsieur Bruno Obamba. Nous devons recevoir le révérend prophète Amos Armand Mabika Moulumbi. Malheureusement, il a eu un empêchement. Alors, je crois que vous êtes prêts à répondre aux questions que nous avons prévues. On aurait pu lui poser, par exemple, la question suivante. Quel est son regard, qu'est-ce qu'il vous a dit de son regard sur l'Afrique? Est-ce que l'Afrique est vraiment spirituelle? Confirmez-vous que, autrement dit, que l'Afrique est-elle, comme beaucoup le disent,
est-elle spirituellement protégée par Dieu? Si vous me permettez, avant d'entamer cette phase, puisque... Vraiment rapidement, parce que nous avons encore le troisième thème à aborder. Pouvons-nous faire une petite pause musicale parce que je souhaiterais changer de décor avant d'entamer cette phase. Bien, vous pourriez donc, nous Pause de allons 30 ici, secondes. 30 secondes. voilà, nous allons demander donc à Jacques Roger, vous pouvez couper aussi donc le micro depuis Moscou. En tout cas, nous allons faire cette pause et rappeler aux auditrices et auditeurs, Monsieur Moubamba, vous pourriez donc changer le décor comme vous voulez. Jacques, est-ce que vous nous entendez? Nous allons changer le décor avec notre invité, Monsieur Bruno Ben Moubamba depuis Moscou. Jacques Roger, vous nous entendez depuis les États-Unis? Jacques? Donc, Jacques Roger, je crois qu'il n'est pas en ligne. Monsieur Bruno Ben Moubamba. Peut-être couper ma vidéo, alors 30 secondes. Vous pourriez le faire depuis chez vous, là-bas. Hein. Vous coupez votre vidéo et puis comme ça, nous allons prendre d'ici peu. Hein, voilà. Merci, Monsieur Bruno Ben Moubamba. Voilà, nous sommes donc sur notre émission. Monsieur Moubamba, c'est bon? Voilà, nous allons faire donc une pause en attendant donc notre invité, M. Bruno Ben Moubamba. Je voudrais rappeler que M. Moubamba est un homme politique gabonais. Il est également philosophe et ancien ministre de M. Ali Bongo Ondimba. Nous le recevons aujourd'hui sur... Alumaye maritala te mama solabi namitor tola baye kaina ye ya duya tende fola vitamina motute kumala ne fe moteyela fola vitamina fudu nyomo tunkenela kanimatena Kana wokunke bulokono ya ye Kana wokunke fantaya ye Alumaye maritala de mama sabi Namita tola baye kaira ye Ya dunya tende Fola vitamina Fala vitamina Fulu nyotu tenela kanumatena Kana okunke bulukulu ya ye Kana okunke fantanya ye Ni fete mama mi molobi Kabila la dedu tikeli nyana Bien. Monsieur Jacques, vous nous entendez? Oui, parfaitement, 5 sur 5. Oui, je vous entends très bien, et vous-même? Voilà, bien, merci Jacques. Alors, Jacques, j'espère que nous avons des auditeurs qui vous ont envoyé plusieurs messages depuis le studio qui se trouve aux États-Unis. Dans ce grand pays, hein, la première puissance du monde, nous avons donc notre invité, Jacques Roger. Vous pourriez intervenir à tout moment. Si vous avez des questions que vous aimeriez poser à notre invité, M. Bruno Ben Moubamba, depuis Moscou. Jacques Roger. Oui, merci beaucoup. Hein. Nous avons quelques questions, mais nous allons revenir peut-être dans 3 ou 4 petites minutes pour les poser. Allez-y, docteur. D'accord. Bien.
Merci, Monsieur Bruno Ben Mobamba. J'étais en train de vous demander quel est votre égard? C'est vrai qu'on devait recevoir le prophète, le révérend prophète Amos Armand Mabika Olumbi. Il est absent, il s'est excusé et je pense qu'il reviendra. Nous allons le recevoir sur nos antennes d'ici, pourquoi pas, 2-3 semaines. Alors, Monsieur Bruno Ben Mobamba, alors, vous avez discuté avec lui. Qu'est-ce qu'il vous a dit sur cette actualité concernant l'Afrique qui serait protégée spirituellement par Dieu? Oui, donc en réalité, je ne vais pas vous parler de ce qu'il m'a dit, je vais vous parler surtout de nos échanges. Hein. Mes échanges avec le révérend prophète Amos Mabika tourne autour de ce qu'on peut appeler la loi de correspondance ou la loi de synchronicité. À savoir, l'Afrique est engagée. L'Afrique est engagée dans un... Voilà, l'Afrique et les Bantous, nous sommes engagés dans un combat pour la mémoire et l'identité. Ce n'est pas seulement pour la religion où on voit un certain nombre de prophètes, de pasteurs, de bishops, chacun vient faire son show, chacun a une révélation, et les gens oublient que même la Bible ou le Coran ont été écrits à partir finalement d'une source orale souvent africaine. Oui, excusez-moi, vous pouvez reprendre votre idée. Quand je vous écoute, en fait, vous voulez me dire ici que quand on parle de la spiritualité, pardonnez-moi, ne se résume pas seulement au christianisme, mais ça se résume aussi au satanisme. C'est bien ça? La spiritualité, c'est la vie de l'esprit de l'homme. Non seulement l'esprit de l'homme, mais aussi l'âme du monde. Le monde, les animaux, la végétation, même les minéraux, ont une forme d'âme, c'est-à-dire une vie qui est invisible et qui permet d'animer et les insectes, et les éléphants, et les oiseaux, et les végétaux, et les êtres humains, et même des entités qui sont au-dessus, entre guillemets, de l'être humain. Rien ne prouve que l'homme soit la dernière échelle de la chaîne alimentaire. Nous produisons aussi une énergie par la pensée, par l'imagination, par les émotions, et cette énergie-là, elle sert à quoi? Eh bien, on pourra en parler plus tard. Mais ce qui est certain, c'est que les hommes d'origine, et particulièrement ce qu'on appelle les Gabonais, sont les Bantous. C'est de la femme bantoue que procèdent la plupart des êtres humains. C'est de la femme noire. À partir de là, nous avons constaté avec le révérend Amos, qui a été formé en Côte d'Ivoire, que la plupart des êtres humains ont tendance à s'intéresser à l'Afrique. Pourquoi? Pas seulement pour les matières premières, pas seulement pour le pétrole, pas seulement pour les ressources naturelles, mais également pour des raisons spirituelles, puisque inconsciemment, tout homme sait que ses origines, c'est l'Afrique. Après, l'être humain est un mutant qui a muté du bantou, certainement au Libanais, du Libanais au Russe, du Chinois à l'anglo-saxon. Donc, les Africains doivent comprendre que nous sommes la terre d'origine, nous sommes les hommes d'origine. Et ils doivent aussi comprendre que dans les mythes occidentaux, dans les mythes des peuples non bantous, il y a ce mythe qu'on appelle le complexe d'Oedipe, qui dit quoi? Tu tueras ton père et tu épouseras ta mère. C'est ça l'histoire d'Oedipe, vous la connaissez, hein, dans la Grèce antique. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'on veut tuer les pères. Ces pères que sont les Bantous, que sont les hommes d'origine. Pour épouser qui? Et pour épouser des idéologies démoniaques, pour ne pas dire des entités démoniaques. Des idées que les gens se sont mis dans l'esprit ailleurs, qu'il faut dépeupler l'Afrique. Il y a trop d'Africains, que la femme noire fait trop d'enfants. Elle doit faire moins d'enfants. Il faut des programmes pour empêcher la femme noire d'avoir des enfants. Donc, notre survie est engagée, y compris derrière. Monsieur Mbamba, pardonnez-moi.
En fait, ce que vous êtes en train de dire, ça me rappelle ce que Jésus, vous pourriez me corriger, hein, chers auditrices et auditeurs, vous qui maîtrisez bien la Bible. Jésus s'est posé la question que lorsqu'il reviendra, s'il retrouvera encore une foi sur la terre, c'est-à-dire notre terre. Alors, pourquoi s'est-il posé une telle question? Mais tout simplement parce qu'il savait que la méchanceté, par exemple, dans nos sociétés, ne cesse de prendre de l'ampleur, ne cesse d'augmenter sur la terre. Et qu'est-ce qu'on constate aussi? On constate que les humains sur cette terre deviennent davantage, ils aiment plus l'argent, ils deviennent les amis de l'argent. Voilà. C'est-à-dire qu'ils transgressent le principe de la Bible. C'est-à-dire, pour aller plus loin, ce que la Bible interdit, si vous voulez, donc formellement. C'est ce que vous voulez dire? Trouvera-t-on la foi sur terre? Mais je vous l'ai dit, docteur Monketou, ne négligez pas la puissance de l'âme bantou. La Bible a quelque chose à voir avec la culture bantou. Les bantous, vous savez, moi je me suis rebaptisé Imhotep, mais Imhotep est un bantou. Vous savez, il y a en Afrique plusieurs qualités d'hommes. Il y a les bantous, il y a les arabo-berbères, il y a les abyssiniens qui sont des mélanges de noirs arabisés. Il s'est passé en Égypte un passage des bantous à ce qu'on appelle les kémites, les noirs arabisés. Et toute la richesse que vous voyez dans la Bible, elle vient aussi des sources orales bantoues, des sources africaines. Nous avons une mémoire qui a été oubliée, qui a été effacée. Pourquoi? Parce que derrière, il y a eu... vous citez le Christ, mais n'oubliez jamais, moi j'ai été catholique, n'oubliez jamais que les responsables de l'esclavage sont avant tout, il faut avoir le courage de le dire, ceux qui ont porté l'esclavage depuis le XVe siècle au niveau des Européens, ce sont les chrétiens catholiques. C'est le Vatican, c'est la papauté, c'est la bulle Romanos Pontifex qui a légiféré sur la possibilité d'aller chercher les Noirs et de les réduire en esclavage. Et ça nous amène à George Floyd, ça nous amène à Jacob Black, sur lequel on a tiré aux États-Unis. Il y a aussi eu l'esclavage des musulmans, et il y a comme une guerre depuis des siècles contre l'homme noir, contre l'homme bantou. En prendre conscience, ce n'est pas être contre les chrétiens, contre les musulmans, contre les blancs, c'est prendre conscience de ce que nous sommes. Nous sommes une civilisation. Dans le choc des civilisations, ce livre écrit par Huntington et que vous avez lu, l'Afrique est exclue des civilisations. Parce que le philosophe Fraser a dit « toute civilisation sort d'un temple ». Quel est le temple bantou? Est-ce que c'est l'Ombanja, comme on dit au Gabon? Je ne le crois pas. On sait que le temple orthodoxe, on sait ce que c'est. On connaît les églises orthodoxes, on sait ce que c'est le temple musulman, on sait ce que c'est le temple catholique ou protestant, le temple maçonnique, le temple hindou, le temple shintoïste, le temple bouddhiste. Mais on ne sait pas ce que c'est que le temple bantou. Et moi, je vous le dis ce soir, aujourd'hui, le temple bantou, c'est la nature. Le temple bantou, c'est le corps humain, et ça, c'est dans la Bible. Dans la Bible, on a dit, le temple de l'Esprit Saint, c'est le corps humain. C'est la preuve même que la plupart des traditions viennent aussi des bantous. Donc, ne disons pas que la foi est en train de disparaître parce qu'on revendique le bantouisme. Non, le bantouisme est une certaine idée de l'humain, une certaine idée de l'humanité. C'est-à-dire, on est bantou parce qu'on se considère comme un être humain qui est détenteur d'une âme, d'où l'animisme, par opposition aux gens qui ressemblent à des matengu, comme on dit en Bapounou au Gabon, c'est-à-dire à des vampires ou à des animaux agressifs. Donc l'enjeu actuel, derrière le Covid-19, derrière les politiques qui sont mises en place, c'est de nous mettre des masques, de nous transformer en animaux enragés comme les chiens sur lesquels on met des muselières pour les rendre méchants. Le Covid-19, je suis à Moscou, le Covid-19 est là, mais je vous assure qu'aucune église n'est fermée à Moscou, en Russie.
Mais les églises sont fermées au Gabon. On est dans un pays où il y a eu des centaines de milliers de gens contaminés officiellement par le Covid-19. Les mesures barrières sont moins sévères que ce qu'on voit au Gabon avec des gens qui portent des masques partout, qui sont angoissés, qui sont stressés. Donc, c'est comme si le Covid-19 avait été inventé pour essentiellement mettre un programme de verrouillage de l'Afrique morte, de l'Afrique noire. Ça, c'est encore une théorie complotiste, M. Mubamba, que vous êtes en train de défendre. Je ne vous ai pas entendu. C'est une théorie complotiste, c'est pour rien encore. Hein? Mais vous savez, qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel à dire que je suis à Moscou, je vais à l'église, on est nombreux, on est serré dans l'église orthodoxe où je vais, et tous les lieux de culte sont fermés au Gabon. Qui a décidé ça? En vertu de quoi? En quoi est-ce complotiste de dire que les mesures barrières sont levées à Paris, à Moscou et un peu partout dans le monde, sauf au Gabon et en Afrique? Qu'est-ce qu'il y a de complotiste qui veut noyer son chien? L'accuse de rage. Alors, M. Mbamba, vous qui fréquentez souvent les prophètes, est-ce qu'on peut être prophète sans l'accomplissement d'une parole prophétique? Non, c'est inexact. Je ne fréquente pas beaucoup de prophètes, je n'en fréquente pratiquement aucun. Je suis l'ami. Je suis l'ami. Révérend prophète Mabika. Lui, ce n'est pas, je ne le fréquente pas en tant que prophète, c'est d'abord mon frère. C'est un homme avec qui j'ai des liens familiaux. Et c'est aussi dans le cadre de mon action un conseiller, un des conseillers que j'écoute très souvent. Et c'est un penseur, c'est un intellectuel. Je ne le suis pas en tant que prophète, je le suis en tant qu'une âme éclairée, un conseiller, un homme qui a une idée intéressante. Vous aurez l'occasion de le découvrir. Vous savez pourquoi je pose cette question, que la confirmation d'un appel prophétique est reconnue par l'accomplissement de la parole donnée par Dieu. Alors, il y a trop de prophètes. Qu'est-ce qui prouve aujourd'hui que vous êtes un vrai prophète, vous qui les fréquentez, M. Mubamba? Est-ce qu'on peut être, je reprends, est-ce qu'on peut être prophète sans l'accomplissement de la parole prophétique? Vous avez le cas, par exemple, du prophète Élie. Et le prophète Élie, il a prouvé qu'il avait reçu un appel de Dieu. Écoutez, j'insiste sur le fait que je ne suis pas quelqu'un qui fréquente des prophètes. Je suis orthodoxe, au cas où vous l'auriez oublié. Et chez les orthodoxes chrétiens, il n'y a pas de prophète. Il y a des hommes inspirés qui prononcent un certain nombre de paroles. Il y a surtout un clergé, mais il n'y a pas de prophète. Mais je connais... Vous savez, M. Mubamba, l'orthodoxie, c'est une branche du christianisme. C'est toujours le christianisme. Oui, j'insiste que dans la tradition classique du christianisme, le temps des prophètes se termine avec l'incarnation du Christ, puisque les prophètes ont annoncé le Christ. À partir du moment où le Christ est incarné, il n'y a plus besoin de prophétie. Ça, c'est une parenthèse. Je ne veux pas blesser ni vexer mes amis prophètes, mais c'est une réalité ontologique et théologique. Le temps des prophètes se termine avec l'incarnation du Christ. Cependant, certaines personnes peuvent être qualifiées de prophètes au sens intellectuel du terme. Et ici, je vais parler comme intellectuel. Vous m'écoutez toujours? Parfaitement. Le prophète. Voilà, le prophète maintenant, selon la tradition juive, celle héritée de Maïmonide, notamment dans le livre Le Guide des Égarés, le prophète, on peut dire qu'après l'incarnation du Christ, il change de nature. Le prophète est une personne qui peut se mettre au service d'une communauté par un moyen très simple. Il sait utiliser une faculté de l'âme. Vous savez que l'âme a 3 ou 5 facultés. L'âme, je vous l'explique, donnez-moi juste 2 minutes pour l'expliquer. L'âme est une énergie à l'intérieur d'un corps humain, animal ou végétal au plus. Donc, l'âme humaine est composée de 5 parties. Il y a une partie qu'on appelle
la sensation, hein, comme les plantes, les sensitives, où tout le monde a ça, les êtres. Il y a une partie qu'on appelle l'appétition et tout, je ne vais pas développer. Mais il y a une partie qu'on appelle au sommet de l'âme, qu'on appelle la raison, la rationalité. Et il y a une autre partie qu'on appelle l'imagination. Et c'est cette partie qui est très importante, qu'on appelle l'imagination, qui est à la base de la religion, d'une part, mais qui est à la base aussi de l'esprit prophétique. Donc, les prophètes, ce sont des gens qui, par l'imagination, arrivent à anticiper la réalité. Donc, on peut considérer que Einstein, lorsque il dit E égale mc au carré, il est prophète, puisque c'est d'abord une découverte qu'il fait de manière prophétique. C'est-à-dire ça ne s'appuie sur rien, ça s'appuie sur son imagination, sur son intuition, parce que l'intuition fait partie aussi de l'imagination. Donc, dire aujourd'hui qu'un tel est prophète, ce n'est pas un péché. Il y a des prophètes qui découvrent des équations mathématiques. Comment Facebook a été créé par un esprit prophétique? Il a fallu que Mark Zuckerberg aille au-delà de sa rationalité, dans son imagination, pour trouver les formules qui permettent aujourd'hui à vous et moi, à travers WhatsApp, de communiquer. Voilà. Donc, est-ce qu'on, et je peux finir maintenant sur la question que vous m'avez posée. La question c'était, est-ce que l'œuvre de Dieu, oui, est-ce que l'œuvre de Dieu peut se manifester? Est-ce qu'on peut avoir des preuves? Oui, parce qu'en fait, quiconque sait user de son imagination de manière crédible, sérieuse et profonde est prophète. Et par là même, il va jusqu'au fond de sa mémoire, il peut inventer des choses qui soient religieuses ou non religieuses, c'est-à-dire c'est un anticipateur de la réalité. Il anticipe les choses. Après, il y a des faux prophètes qui existent et ces faux prophètes-là ne produisent rien de palpable. Oui, dans les traditions africaines, que veut dire le mot prophétie? Ça veut dire également oracle. L'oracle, c'est quelqu'un qui, à travers sa parole, annonce le futur futur proche ou le futur lointain. À travers des images, il y a donc des gens qui sont capables de prévenir l'avenir. Donc, de prévenir l'avenir, c'est ce que vous voulez dire. En tout cas, d'anticiper le futur, de dire le futur peut être comme ceci ou comme cela. D'accord, très bien. Bien, merci M. Bruno Ben-Mobamba. Nous allons prendre le dernier sujet de notre émission. Et là, je vais essayer de le présenter de manière globale et de vous poser quelques questions. Et je vous laisserai la parole pour que vous fassiez une analyse globale. Alors, nous allons parler avec notre invité du dernier sujet sur le problème ou bien la problématique de la théologie et la politique africaine et gabonaise, si vous voulez. Est-ce la fin du monde bantou? C'est-à-dire, quand on parle du monde bantou, on parle de l'Afrique centrale, de l'Afrique australe et de l'Afrique de l'Ouest. Alors, nous allons donc aborder les problématiques sur les disparités des États de l'Afrique subsaharienne et la manière dont les acteurs répondent aux défis du XXIe siècle. Alors, au sud du Gabon, on dit souvent, M. Mobamba, Misubala, c'est-à-dire ouvrir les consciences africaines face aux enjeux du moment. Alors, la guerre contre les Bantous, qui aurait commencé, d'après certains hommes politiques africains et puis certains historiens, depuis le XVe siècle, et ça s'est accéléré au XVIIIe siècle. Alors, à ce propos, M. Bruno Ben-Mobamba, je vais vous poser 2 ou 3 questions et je vais vous laisser faire votre analyse de manière globale. J'espère que vous allez retenir les questions que je vais vous poser. Alors, de l'Afrique de l'Ouest, M. Bruno Ben-Mobamba, à l'Afrique centrale, les choses sont en train de bouger. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Alors, comment interprétez-vous les différents mouvements sociaux, politiques, économiques, migratoires, et je peux même ajouter monétaires avec la situation de l'éco? Qu'est-ce que cela signifie, M. Bruno Ben-Mobamba? Est-ce qu'on arrive à la fin des mondes tel qu'il a été imposé depuis le XVe siècle ou tout simplement ce monde va certainement être perturbé? Ça, c'est le sens, si vous voulez, donc, de ma première question. Et je voudrais aussi vous demander quelle est la dimension politique spirituelle, donc sur le plan spirituel, quelle est
la place du spirituel dans la vie d'un homme africain. Alors, je voudrais aussi savoir, Monsieur Bruno Ben-Mombamba, aujourd'hui, est-ce qu'il y a, comment dirais-je, une faillite de l'intelligentsia africaine qui a du mal à expliquer pédagogiquement à l'enfance et à la jeunesse ce qu'elle est et ce qu'elle doit devenir, comme l'ont fait, par exemple, comment dirais-je, Gandhi en Inde, et on peut citer aussi le cas de Albert Camus, etc. Et enfin, M. Bruno Ben-Mombamba, je voudrais aussi que vous nous précisiez l'expression zone bantou, puisque vous en parlez souvent, vous parlez de la zone bantou, vous parlez du bantouisme. Qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez toutes ces notions. Monsieur Bruno Ben-Mombamba, vous avez la parole. Bon, je vais être très succinct, merci Dr Moketou. Je vais aller à rebours, c'est-à-dire je commence par la fin. La zone bantou, c'est la zone qui mixe une grande partie de l'Afrique de l'Ouest, une grande partie de l'Afrique centrale et une grande partie de l'Afrique australe. C'est la zone des hommes d'origine. L'humanité a commencé en Afrique, on le sait, et dans la zone bantou. Et le Gabon, c'est ce territoire qu'on peut qualifier de moyen Congo en réalité. Ce sont les Portugais qui nous ont qualifiés de Gabonais, c'est-à-dire porteurs du bantou. On ne sait pas quel manteau. J'ai bien peur de décrire ce bantou. Mais nous sommes au fond de ce territoire qu'on appelle le moyen Congo, qui est le Gabon. La zone bantou est une zone qui regroupe un peu l'Afrique des forêts, l'Afrique des plaines, l'Afrique des savanes, chantée par les grands romanciers, les grands poètes africains. Ça s'oppose à la zone désertique du Maghreb, à une partie de l'Afrique de l'Est. L'Éthiopie, ce n'est pas la zone bantou, le Maghreb non plus. Et puis aujourd'hui, on constate que c'est l'Afrique la plus riche et c'est l'Afrique la plus attaquée. Et c'est là qu'il y a le plus de problèmes de terrorisme, le problème c'est la plus riche et c'est là où il y a le plus de pauvreté. Dans l'apartheid, on a dit que l'Afrique sans Africains serait un paradis pour l'homme blanc. Ça, ce sont les théoriciens de l'apartheid qui disaient ça. Le jour où il y aura l'Afrique sans les Africains, l'Afrique deviendra un paradis pour l'homme blanc. Donc, il y a parfois de quoi s'inquiéter quand on voit ce qui se passe en ce moment. Pour répondre à une de vos questions, est-ce que l'Afrique va disparaître, l'Afrique bantou? En tout cas, il y a lieu de le craindre puisque nous sommes toujours... Rapidement, je voudrais vous préciser qu'il vous reste 6 minutes à peu près. Voilà, il y a des démocraties partout, des dictatures, il y a de la pauvreté, de la misère, il y a le Covid-19, il y a l'effondrement de l'économie informelle, il y a une menace sur l'existence même des États. Moi, aujourd'hui, je ne suis même plus sûr que le Gabon, en tant qu'État, existe encore. Les efforts que les uns et les autres ont voulu faire pour sauvegarder l'État, garder le Gabon de l'effondrement, je ne suis pas certain que nous avons réussi ou que nous allons réussir. Mais en tout cas, nous allons nous battre jusqu'au bout. Donc, oui, l'Afrique bantou est menacée parce que c'est la zone la plus riche du monde. Et tout le monde veut s'emparer de l'Afrique. Donc, nous devons être vigilants par rapport aux conflits que nous avons entre nous, des conflits soi-disant ethniques, par rapport à la démocratie libérale où nous nous entretuons à cause des élections. Et nous devons mettre en avant notre identité bantou et sauvegarder nos intérêts communs. Il faut donc un saut qualitatif dans la manière dont nous nous considérons parce qu'il n'y a pas la joie, si je puis m'exprimer en gabonais, il n'y a pas la joie quand on va au Gabon, il n'y a pas la joie quand on va au Cameroun, il n'y a pas la joie quand on va au Congo-Brazzaville. Ça va durer jusqu'à quand? Eh bien, il faut que ça s'arrête tout ça. Ça demande une prise de conscience et un sens des responsabilités que les uns et les autres ne sont pas décidés à prendre. Moi, j'ai écouté un Gabonais avec qui je me suis entretenu aujourd'hui, mais qui me regarde peut-être, qui me disait arrêtez avec vos bêtises de Bantou, nous on va bouffer l'uranium, on va bouffer le pétrole, on va profiter, on va mettre de l'argent de côté, on s'en fout de la solidarité, que les gens meurent, ce n'est pas notre problème. L'Afrique ne va jamais s'en sortir
avec de tels leaders égocentriques et égoïstes. Je conclus donc en disant que qu'est-ce que l'homme spirituel africain? C'est l'homme bantou, c'est l'animiste, qu'il soit catholique, orthodoxe, musulman, maçon ou je ne sais pas quoi, il a d'abord conscience d'être animiste. Animiste, ce n'est pas être fétichiste. Animiste, c'est être conscient d'être animé par une âme, d'être un être humain habité par une âme, et que le monde est habité par une âme, et qu'il faut respecter les lois de la nature, qu'il faut arrêter de couper les arbres comme le fait Lee White, l'anglais, devenu ministre des Forêts au Gabon, ce qui est une attaque contre les Bantous. Parce que vous coupez les arbres, vous coupez les mémoires. Les arbres, ça met des centaines d'années à pousser. Il suffit d'une tronçonneuse, en 5 minutes, 500 ans sont abattus. Ça doit interroger les Bantous, l'affaire des Kivazingo, des arbres qui sont détruits, la nature qui est polluée. Qu'est-ce qu'on veut faire de la zone Bantou? On ne peut pas la confier à des Anglais comme Lee White. On ne peut pas la confier à des Marseillais comme Brice Farjeon. Or, les Gabonais sont prêts à accepter cela. Il faut le refuser. Donc, l'homme spirituel bantou, c'est l'homme qui est conscient d'avoir une âme et qui met cette âme au service de la politique. Et je conclurai en disant que la grande découverte avec Gandhi, vous avez parlé de la crise de l'intelligentsia africaine. Le grand problème, c'est que l'Afrique a produit beaucoup de pasteurs, beaucoup de prêtres, même des poètes, mais nous avons une crise de l'intelligentsia. Il nous manque suffisamment de philosophes, de scientifiques, d'ingénieurs. Tous sont partis à l'étranger. Moi, j'ai croisé dans mes voyages des Africains extrêmement doués, extrêmement intelligents, extrêmement forts, mais ils sont tous en dehors de l'Afrique. Et ça, c'est le péché capital des dictateurs africains. C'est d'avoir fait fuir les enfants d'Afrique loin de leur terre, et ça fait reculer l'Afrique. Donc, il faut trouver un moyen pour que tous les enfants d'Afrique rentrent en Afrique et les conditions de vie confortables, dignes des conditions humaines pour que l'Afrique se développe. C'est peut-être prêcher dans le désert, mais je crois qu'à un moment, il faut comprendre que l'Afrique bantou est menacée. L'Afrique est déjà peut-être morte. Les Maliens se rebellent. Ils veulent peut-être se reprendre en main, mais c'est peut-être déjà trop tard. J'espère que non. Est-ce que le Gabon, c'est déjà trop tard? Est-ce que la Côte d'Ivoire, c'est déjà trop tard? Est-ce que le Cameroun, c'est déjà trop tard? Moi, je pose la question aux uns aux autres, aux jeunes surtout. Qu'est-ce que vous voulez faire de l'Afrique? Est-ce que vous êtes disposé à vous battre ou à accepter la mort programmée de l'Afrique? En tout cas, déjà l'Afrique subsaharienne, l'Afrique bantou, au profit de logiques libérales, commerciales, militaires, des objectifs médicaux d'extermination, j'ose le dire, et je conclus par là. Moi, j'ai foi, je vais continuer, mais je ne suis pas sûr que nous allons survivre. Ça dépend des uns et des autres. Bien. Merci, Monsieur Bruno Ben-Moumamba, d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Jacques Roger, vous avez le micro depuis les États-Unis.